Bonsoir, nouvelle vidéo sur la programmation dans le secondaire. Je vous rappelle que la dernière fois, nous avons terminé avec la justification en précisant que la loi nous obligeait à respecter certaines décisions, et notamment à respecter l'obtention, l'atteinte des objectifs et la mise en place des contenus, mais elle ne nous dit pas comment le faire, comment l'organiser. Et ça, ce sera la méthodologie, ce sera une partie que nous verrons un peu plus tard. Mais cette méthodologie, on va l'adapter à nos élèves, à notre établissement scolaire, à notre ville. Et c'est ça que l'on appelle le contexte. Alors le contexte, c'est la situation dans laquelle on se trouve en présence d'élèves bien précis, dans une ville bien précise, avec une situation sociale et économique et peut-être culturelle bien précise. Et ces situations peuvent être totalement différentes d'une ville à l'autre, d'une région à l'autre, ou même d'un établissement scolaire à l'autre à l'intérieur d'une même ville. Je vais vous donner deux cas totalement opposés. Le premier, tout est parfait. Je sais, vous rigolez, c'est rare, mais ça peut arriver. Vous êtes tombé dans un établissement scolaire où les parents ont un niveau socio-économique élevé, les élèves sont extrêmement motivés, vous avez des classes de 20-25 élèves, c'est extraordinaire. Vous avez donc des parents qui non seulement ont un niveau financier suffisant pour permettre à leurs enfants d'acheter des livres, mais également du matériel informatique. Ils ont accès à Internet sans aucun problème. Chaque enfant a son ordinateur à la maison. Tout va bien, vous pouvez faire de la classe inversée. Tout est parfait. En plus, les parents ont un niveau culturel élevé. Donc ils peuvent aider, les parents peuvent aider leurs enfants le soir à la maison quand il y a un problème. Ils vous aident dans les activités extrascolaires, etc., etc. En 6 mois, ou même pas, en la moitié de l'année, à Noël, vous aurez terminé votre année scolaire. Vous aurez fait tous les contenus qui vous étaient imposés par la loi, vous les aurez finis en 4 mois au lieu de le faire en 8 mois. Maintenant, vous avez été muté dans un établissement scolaire en zone, ce qu'on appelle prioritaire, c'est-à-dire en zone où la population est dans une situation sociale et économique extrêmement grave. Vous avez beaucoup de chômage, vous avez également, je vais vous donner un exemple. C'est l'exemple, c'est réellement un exemple précis. Une de mes élèves de l'année dernière, dans le primaire, je précise, pas dans le secondaire, dans le primaire, qui s'est retrouvée dans une région, je crois que c'est sur Huelva, dans un village sur Huelva, où en fait, il y avait environ 60% des enfants dont les parents étaient divorcés, il y avait 20% des enfants dont le père était en prison, et il y avait une dizaine d'enfants qui étaient en situation d'abandon ou de choses comme ça. C'était mais réellement une catastrophe. Il y avait 2-3 enfants qui étaient hyperactifs, mais elle a vécu un enfer pendant tout son remplacement, parce que c'était un remplacement. Elle a vécu un véritable enfer pendant tout son remplacement. Et évidemment, elle ne peut pas avancer avec une classe comme ça. Et elle atteindra difficilement les objectifs qui ont été fixés. Donc, vous voyez, en fonction de l'établissement où vous vous trouvez, tout va être différent. Mais vous, vous avez la chance de pouvoir, on va dire, inventer, entre parenthèses, votre contexte. Rien ne vous oblige à dire j'enseigne dans l'IES Garcia Lorca à Huelva à telle adresse. Rien ne vous oblige à dire ça. Vous pouvez inventer votre établissement scolaire et vous pouvez l'inventer en fonction de ce que vous souhaitez mettre dans votre programmation. Si vous avez décidé de mettre en place
une méthodologie basée sur les nouvelles technologies, inventer un établissement scolaire où les parents ont un niveau social moyen haut. Ils auront les moyens d'acheter du matériel à leurs enfants. Ils auront accès à Internet à la maison. Inventez-vous un contexte qui soit gérable. Ça ne sert à rien d'inventer un contexte avec 4 hyperactifs, 2 qui ont des problèmes de vision, une qui est en fauteuil roulant, une autre qui... Ça ne vous fera pas gagner des points. Ça va multiplier les activités, ça va multiplier les évaluations que vous allez devoir faire, parce que vous allez devoir les adapter à tous ces élèves, à toutes ces caractéristiques, et vous n'allez jamais vous en sortir en 50 pages ou 60 pages. Ce n'est pas possible. Donc, facilitez-vous la chose et inventez un contexte qui soit gérable. Les éléments dont il faudra tenir compte, donc il faudra que vous inventiez ou pas en fonction du système que vous avez actuellement, que vous vivez actuellement. La situation géographique de l'établissement. Il est évident que si vous habitez, si vous enseignez à Trévélez, dans la Sierra Nevada, ou à Benidorm, sur la côte méditerranéenne, ou sur la côte galicienne, ou en plein centre de Madrid, les caractéristiques, les besoins, les envies des élèves ne sont absolument pas les mêmes. Et les caractéristiques des parents ne sont pas du tout les mêmes. À Trévélez, les parents seront dans la plupart du temps des éleveurs ou des agriculteurs, alors que si vous êtes sur Madrid, ils travailleront ou dans l'industrie, ou dans les services, ou dans le tourisme, mais ils ne seront certainement pas agriculteurs. Donc, les caractéristiques, forcément, des enfants sont en relation directe avec celles de leurs parents. Donc, il faut que vous adaptiez réellement votre contexte à la situation géographique de l'établissement. La situation socio-économique des parents, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est extrêmement importante. Si les parents n'ont pas les moyens financiers d'aider, de proposer à leurs enfants du matériel technologique, vous ne pourrez pas mettre en place des cours en classe inversée, etc. Ce sera extrêmement difficile à mettre en place. Parce que les enfants, ils ont peut-être un ordinateur à la maison, mais ils ont un ordinateur pour 4 ou 5 enfants. Donc ce n'est pas gérable. Donc il faut s'adapter à ça également. J'ai parlé du financier, mais il y a également le niveau intellectuel, le niveau culturel. Si les parents ne peuvent pas aider leurs enfants parce qu'ils n'en ont pas le niveau intellectuel, là encore, vous risquez de rencontrer des difficultés. Donc là encore, la situation socio-économique sera extrêmement importante. L'intérêt des élèves pour le français va être extrêmement important. J'ai précisé tout à l'heure, j'ai donné l'exemple tout à l'heure de Trévélez. On pourrait donner un autre exemple en Andalousie si vos enfants sont dans un petit village sur Jaén ou sur Bailén. À 90%, leurs parents travailleront dans la culture de l'olive. Et à 90%, ces enfants continueront sur la lancée de leurs parents. Donc ne s'intéressent absolument pas aux Français, ne s'intéressent absolument pas aux études en général. Donc là encore, les besoins des élèves vont être différents selon l'endroit où vous vivez. L'âge des élèves est extrêmement important aussi. Il est évident que si vous choisissez de programmer pour le deuxième de ESO et deuxième de Bachillerato, il y a 6 ans de différence entre les enfants. Les caractéristiques physiques, psychologiques ne sont absolument pas les mêmes. On ne peut pas comparer un adolescent d'un enfant prépubère. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout les mêmes caractéristiques. Donc, il faut là encore que vous adaptiez les activités à l'âge des enfants. Donc, je vous l'ai dit, le choix du contexte, c'est à vous de voir si vous voulez qu'il soit véridique ou pas. Vous pouvez très bien le faire véridique, mais attention, si vous choisissez un établissement précis, il faut que vous soyez sûr de ce que vous dites. Parce que si l'un des membres du jury connaît cet établissement scolaire et qu'il voit que vous dites des bêtises par rapport à cet établissement, que donc les éléments que vous donnez ne correspondent pas du tout aux caractéristiques de cet établissement scolaire, ça va vous retomber dessus. Donc, évitez de faire des erreurs de ce type. Maintenant,
nous allons voir, pour le choix du contexte, 3 éléments: la ville, l'établissement et les élèves. Je voudrais revenir un petit peu sur cette partie sur la ville, notamment sur la terminologie. La terminologie de la ville pose souvent des difficultés aux Espagnols. Pourquoi? Parce que quand vous regardez dans le dictionnaire français, espagnol, vous allez voir pueblo, traduction, village. Or, les caractéristiques d'un pueblo et d'un village ne sont absolument pas les mêmes d'un pays à l'autre. Pour vous donner un exemple précis, j'ai vécu pendant 4 ans à Almeria, enfin juste à côté d'Almeria, une ville qui s'appelle Roquetas de Mar. Roquetas de Mar, c'est un pueblo. Roquetas de Mar, c'est 100 000 habitants. 100 000 habitants, un pueblo. En France, quand vous regardez dans le dictionnaire français le mot village, vous voyez commune de moins de 1000 habitants. Donc, si vous utilisez le mot village, ça va faire référence à une commune perdue dans las Alpujarras, en plein milieu de la Mancha, ou dans los Picos de Europa. Donc le petit village qui a juste sa petite école, où il n'y a personne. C'est ça un village en français. Moi j'habite dans un village, parce qu'on est 800 dans le village. Moi je suis dans un village. La ville qui est à côté, j'ai bien dit la ville, ils sont 7000. C'est une petite ville, mais c'est une ville, c'est pas un village. Donc attention à cette terminologie qui pose souvent problème. N'utilisez jamais le mot village si vous faites référence à une ville, à une commune de plus de 1000 habitants. Utilisez le mot commune, le mot agglomération, mais n'utilisez pas le mot village, ou le mot ville, tout simplement, mais pas le mot village. Il va falloir que vous choisissiez dans votre contexte dans quel environnement vous allez travailler. Est-ce qu'il va être rural, c'est-à-dire la campagne, ou est-ce qu'il va être urbain, c'est-à-dire la ville? Ça sera totalement différent. Quels vont être les secteurs économiques prédominants? Si vous êtes dans la campagne, ce seront certainement des parents qui sont dans l'agriculture ou dans l'élevage. Si vous êtes en ville, ce seront surtout les services. Et si vous êtes sur la côte, ce seront surtout des services basés sur le tourisme. Donc, là encore, de grandes différences au niveau socio-culturel entre les parents. Et donc, forcément, ça joue un rôle sur les enfants. Le taux d'immigration, il est extrêmement important. Je ne dis pas qu'il est problématique, je dis qu'il est important. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous profitiez de ce taux d'immigration. Si vous avez des enfants issus de l'immigration dans votre classe, il faut que vous profitiez de cette richesse culturelle qu'ils nous apportent. Et donc, la plupart du temps, ce sont des enfants qui peuvent venir du Maghreb ou d'Afrique noire, Sénégal, etc. Et généralement, ces enfants parlent très bien le français. Donc il faut profiter de cette connaissance, de cette richesse culturelle. Bien sûr, ils ont des problèmes à l'écrit, très souvent. Mais à l'oral, ils s'en sortent très bien. Et il faut profiter de cette richesse. Mais évidemment, si vous êtes, là encore, en Galice, vous aurez beaucoup moins d'immigration. Il faut que vous donniez toutes données utiles sur la ville pour vous en tant que prof de français. Ça peut être par exemple des bibliothèques, ça peut être des cinémas, ça peut être des conférences qui vont avoir lieu au cours de l'année, des festivals qui peuvent avoir lieu en français, etc., etc. Donc, ou des pièces de théâtre qui peuvent, des troupes de théâtre qui peuvent venir. Je sais que par exemple, une ancienne élève m'avait parlé qu'une troupe était venue faire une représentation de Molière dans son village en Extrémadure. Ça, bien entendu, c'est quelque chose d'intéressant. Mais ne me parlez pas des structures, par exemple, que vous n'utiliserez jamais. À quoi ça me sert de me dire qu'il y a 10 salles de sport? Vous êtes prof de français, vous n'êtes pas prof de sport. Donc, en tant que prof de français, vous n'allez pas utiliser ces salles de sport. Donc, ça ne sert à rien de me le préciser. Ça n'a aucun intérêt pour votre matière. Donc, ne me fournissez des données que si elles sont intéressantes. La localité précise, ça c'est vous qui choisissez. D'accord ?
Le contexte. Le centre. Alors le centre, là encore, terminologie. Parce qu'il risque d'y avoir quelques petits problèmes. Un collège, c'est ESO. Un lycée, c'est bachillerato. Ne m'utilisez pas le mot baccalauréat. Le mot baccalauréat fait référence à l'examen qui a lieu en fin de lycée, c'est-à-dire en Espagne la selectividad. Le baccalauréat n'est pas une classe. Le baccalauréat est un examen. Donc, ce qu'on appelle le bachillerato, c'est le lycée. D'accord? Et les élèves, on le verra tout à l'heure, ce sont les collégiens et les lycéens. Il y a un mot qu'il ne faut pas utiliser, j'en reparlerai tout à l'heure. Il faudra bien entendu que vous précisiez le nombre de professeurs, notamment le nombre de professeurs de français, si vous êtes tout seul, si vous êtes plusieurs. Est-ce que vous travaillez en commun? Est-ce qu'il y a un travail de groupe? Est-ce qu'il y a un travail au sein même de l'établissement scolaire? Est-ce qu'il y a un projet pédagogique d'établissement? C'est intéressant à l'indiquer. Les relations professionnelles qu'il peut y avoir entre les différents professeurs, c'est également intéressant. L'interdisciplinarité, je vous en ai parlé. Les ressources du centre, ça c'est intéressant. Est-ce que vous avez une salle informatique? Est-ce que dans votre classe vous avez des ordinateurs? Est-ce que vous avez un tableau numérique? Est-ce que vous avez plein de choses comme ça qui sont réellement intéressantes? Les programmes auxquels le centre adhère. Là encore, uniquement si cela a un intérêt pour vos élèves. Par exemple, est-ce qu'il y a un projet d'Erasmus? Bon, Erasmus, c'est peut-être un petit peu, ça dépend de l'âge de vos enfants, mais de vos élèves. Mais est-ce qu'il y a un projet de blog, par exemple, de partage de blog avec d'autres établissements scolaires? Je ne sais plus comment il s'appelle ce système, je ne l'ai plus en tête, j'ai plus le nom en tête. Mais si vous avez des systèmes d'organisation comme ça ou de voyage en France, évidemment, il faut en parler. Mais ne me dites pas, par exemple, que les élèves qui apprennent l'allemand vont aller faire un voyage en Autriche. Personnellement, ça ne m'intéresse pas. Et ça n'intéressera pas les membres du jury. Il faut que vous parliez de vous, de vos élèves. Les élèves, justement. Alors, la terminologie. Je reviens un petit peu sur la terminologie. Je vous ai dit collège, collégien. Lycée, lycéen. Les mots élève et apprenant sont généraux. Vous pouvez les utiliser sans aucun problème. Mais il y a un mot que je ne veux pas voir dans votre programmation, c'est le mot étudiant. Le mot étudiant fait référence à l'université. Donc un étudiant, c'est un élève de généralement plus de 18 ans qui a donc passé l'examen du baccalauréat, qui l'a obtenu et qui est ou en BTS, c'est-à-dire brevet technicien supérieur, ou en université, ou en IUT, mais c'est un élève qui a dépassé le stade du lycée. Donc, si vous dites le mot étudiant, vous êtes hors contexte, puisqu'un étudiant n'est pas un lycéen. Un lycéen, c'est un lycéen. Un étudiant, il est en fac, ou après le bac. Donc attention à cette terminologie un petit peu, je vois très souvent ce mot étudiant dans vos programmations. Il faudra que vous m'indiquiez le nombre d'élèves par classe. Est-ce qu'il y a des redoublants? Est-ce qu'il y a des difficultés particulières? Est-ce qu'il y a des élèves issus de l'immigration? J'en ai parlé tout à l'heure, mais ça, il faudra en faire une richesse culturelle. Est-ce qu'il y a des élèves surdoués? Là encore, il faudra que vous montriez comment vous allez utiliser, entre parenthèses, ce ne sont pas des cobayes, mais que vous allez utiliser ces élèves pour enrichir votre contexte. Est-ce qu'ils ne peuvent pas aider d'autres élèves? Est-ce qu'ils ne peuvent pas apporter un plus à ce groupe, on va dire? Est-ce qu'il y a des besoins spécifiques de certains élèves? Quel est l'aspect psychologique des élèves? Il faut le dire. Il faut se faire référence peut-être à la loi, mais également à la science, qui nous dit qu'à 12 ans, ils ont telle caractéristique, à 14, ils ont changé, à 16, ils ont encore changé, et à 17, bon, ce sont presque des adultes. Donc il faut être capable d'expliquer tout ça. Une petite remarque, pour finir, par rapport à la crise sanitaire.
que nous vivons toujours, malheureusement. C'est loin d'être fini. Il faut, dès maintenant, que vous preniez les devants un petit peu et que vous montriez que vous êtes prêt à vous adapter à toute mesure sanitaire qui pourrait être prise par les autorités, qu'elles soient au niveau local. On l'a vu par exemple en Catalogne, où la région de Lérida a été de nouveau bloquée. Que ce soit au niveau régional, on voit que par exemple en Allemagne, des régions entières ont été de nouveau bloquées, ou que ce soit au niveau national. Rien ne nous dit, ne nous assure qu'en cas de hausse énorme de la contamination d'ici l'automne ou l'hiver, ils ne vont pas nous rebloquer sur l'ensemble du pays. Donc il faut que vous montriez que vous êtes capable de vous adapter à ça et qu'en cas de blocage, en cas de retour des cours online, vous êtes prêt. Il faut que vous montriez ça. Il faut que vous soyez capable de dire « moi je suis prêt ». Donc ça sous-entend qu'il faut que vous montriez que vous êtes capable d'avoir un recours sur des ressources technologiques, sur les nouvelles technologies. Il faut que vous montriez dès maintenant que vous avez réfléchi aux problèmes de ce coronavirus et les difficultés que nous pourrions, je dis bien pourrions, rencontrer, donc au conditionnel, rencontrer dans les mois à venir. Ce que je ne souhaite pas, mais on ne sait jamais. Donc il faut anticiper un petit peu sur le problème et se dire, j'y ai réfléchi, je suis prêt. J'en ai fini avec cette partie sur la programmation. Nous nous reverrons la semaine prochaine pour une autre partie où là on va attaquer quelque chose d'un petit peu plus sérieux, les compétences clés. Au revoir.